faire feu sur leurs compatriotes. Ce sont les batailles. 14 novembre 1942. Eve dans le Pacifique, suite à la victoire navale de Midway. Le ciel nocturne au-dessus de Iron Bottom Sound était presque complètement sombre. Pas de lune, pas de lumière, seulement le bruit des moteurs et des vagues. Le cuirassé USS Washington fendait l'eau en direction de Guadalcanal. Depuis des mois, la marine japonaise régnait sur ses eaux. De nombreux navires américains gisaient déjà au fond ici. La plupart des officiers ne pensaient pas grand-chose du Washington. Ils préféraient son navire jumeau, le South Dakota. Le Washington était considéré comme le navire supplémentaire. Mais dans les 13 minutes suivantes, ce navire supplémentaire allait faire quelque chose de presque parfait. Il allait utiliser son nouveau radar et ses gros canons pour détruire un cuirassé japonais de nuit. Il allait prouver que les cuirassés américains équipés de radars pouvaient battre les navires japonais qui avaient régné sur l'obscurité. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires de la Seconde Guerre mondiale comme celle-ci. L'USS Washington a commencé sa vie avec presque aucune excitation autour d'elle. C'était le deuxième cuirassé de la classe North Carolina. Et dès le début, il apportait le poids de changements de conception précipités, de limites politiques et de vieux officiers qui ne faisaient pas confiance aux nouvelles idées. Pendant de nombreuses années, avant sa construction, les États-Unis avaient été contraints d'arrêter la construction de cuirassés en vertu de traités navals internationaux. Lorsque ces limites ont finalement été levées, la marine a essayé de rattraper son retard rapidement. Mais rattraper son retard rapidement signifiait faire des choix difficiles, et le Washington a vécu avec tous. Sa coque a d'abord été conçue pour contenir 12 canons de 14 pouces. Puis, les services de renseignement américains ont déclaré que le Japon pourrait être en train de construire des navires avec des canons beaucoup plus grands de 16 pouces. La marine a paniqué. Ils ont redessiné la classe pour porter 9 canons de 16 pouces à la place, mais ils n'ont pas redessiné la coque autour d'eux. Cela signifiait que le Washington portait d'énormes armes dans un corps que certains officiers disaient trop léger et trop mince pour un véritable navire de ligne de bataille. Beaucoup croyaient que la conception était bonne à beaucoup de choses, mais excellente à rien. Ses moteurs étaient puissants, plus de 120 000 chevaux, et pouvaient le pousser à 28 nœuds. C'était rapide pour un cuirassé, presque aussi rapide que certains croiseurs. Mais la vitesse s'accompagnait de problèmes. Lors de ces essais, des pièces se cassaient souvent. Les pales d'une turbine se sont cassées. De l'eau salée s'est infiltrée dans les chaudières. Les nouveaux ordinateurs de contrôle de tir, construits par Ford Instruments, étaient si sensibles qu'ils nécessitaient des ajustements constants. Les vieux officiers de marine qui avaient grandi avec des cuirassés lents et lourds regardaient le Washington avec doute. Il semblait trop rapide, trop moderne et trop dépendant de nouvelles machines. Certains plaisantaient en disant que c'était un croiseur qui se faisait passer pour un cuirassé. Mais lorsque Pearl Harbor a été attaqué et que 8 cuirassés plus anciens ont été coulés ou endommagés en une seule matinée, les doutes n'avaient plus d'importance. Le Washington et son navire jumeau, le South Dakota, étaient soudainement les seuls cuirassés américains modernes prêts pour la guerre. Il n'y avait plus de temps pour les tests ou les débats. Le Washington a été mis en service à la hâte. Envoyé d'abord pour protéger les convois dans l'Atlantique, puis poussé à travers le canal de Panama dans le Pacifique, l'endroit où il allait enfin prouver ce dont il était réellement capable. Le contre-amiral Willis Lee n'était pas un chef de cuirassé typique. Il était calme, posé et plus intéressé par la science que par les cérémonies. Il avait remporté une médaille d'or en tir à la carabine aux Jeux olympiques de 1920 et il a passé une grande partie de sa carrière dans la marine à étudier les canons, la balistique et les systèmes de contrôle de tir. Lee croyait que l'avenir des batailles navales ne serait pas décidé par la vue ou la chance. Il croyait que l'avenir appartenait aux navires qui pouvaient voir dans le noir à l'aide d'un radar et toucher des cibles grâce aux mathématiques et aux machines, et non à la conjecture. La plupart des amiraux plus âgés n'étaient pas d'accord. Ils faisaient confiance aux anciennes méthodes, de longues lignes de cuirassés, le repérage visuel, les projecteurs et les télémètres. Ils croyaient que les cuirassés devaient se battre de jour ou sous des lumières vives la nuit. Ils croyaient également que le radar était utile, mais pas quelque chose sur lequel on pouvait compter seul. Beaucoup d'entre eux pensaient que Lee était trop concentré sur les chiffres et pas assez sur la tradition. Le Washington portait le radar SG, l'un des premiers vrais radars de recherche de surface qui pouvaient repérer les navires de loin dans l'obscurité. Il envoyait des ondes radio qui rebondissaient sur les navires ennemis et il indiquait leur distance et leur relèvement sur un écran lumineux. Avec ce nouvel outil, le Washington pouvait voir bien avant l'ennemi. Lee a compris cela mieux que quiconque. Pour lui, le radar n'était pas seulement un équipement. C'était une arme. Lee croyait que les cuirassés rapides comme le Washington et le South Dakota étaient faits pour un nouveau type de mission. Ils pouvaient protéger les porte-avions avec leur vitesse.
Ils pouvaient se battre seuls la nuit en utilisant un radar, et ils pouvaient frapper avant même que l'ennemi ne sache qu'il était là. Mais cette idée allait à l'encontre de la mentalité de la vieille marine, qui imaginait encore des cuirassés échangeant des obus à portée visible. Les Japonais avaient déjà prouvé qu'ils régnaient sur la nuit autour de Guadalcanal. Leurs jumelles de nuit, leur entraînement et leurs torpilles mortelles long-lance leur permettaient de frapper les navires américains encore et encore. Les croiseurs et les destroyers américains tombaient sans cesse dans des embuscades. De nombreux marins américains craignaient les eaux sombres parce que les Japonais semblaient presque invisibles et mortels dans chaque bataille de nuit. Lee a regardé cela et a vu une simple vérité. Si la marine américaine n'apprenait pas à utiliser correctement le radar, elle perdrait beaucoup plus de navires. Le Washington était l'outil dont il avait besoin pour le prouver. La bataille à venir ne testerait pas seulement l'équipage, elle testerait une toute nouvelle façon de se battre. La nuit du 12 au 13 novembre 1942 fut l'un des combats navals les plus brutaux de toute la guerre. Un groupe de croiseurs et de destroyers américains sous le commandement du contre-amiral Daniel Callan navigua droit sur une force japonaise qui prévoyait de bombarder Henderson Field au Guadalcanal. La bataille s'est déroulée dans une obscurité quasi totale. Il n'y avait pas de ligne claire, pas de formation stable, seulement des ombres, des éclairs de canons et des voix confuses sur les radios. Les Américains avaient des radars, mais ils ne les ont pas utilisés de manière solide et organisée. Beaucoup de navires se sont fiés à la vue et à la conjecture. Les Japonais ont utilisé des projecteurs puissants et d'excellentes compétences de combat de nuit pour choisir rapidement leurs cibles. Leurs torpilles long-lance, qui pouvaient parcourir de longues distances sans laisser de sillage, fendaient l'eau sans être vues. En quelques minutes, des navires américains ont été touchés, brûlants ou coulants. 2 croiseurs ont sombré. Plusieurs destroyers ont suivi. De nombreux marins n'ont jamais pu sortir de l'eau. Les Japonais ont également subi des dommages, mais pas assez pour les arrêter. Leur cuirassé Yei a été touché par de nombreux obus et a ralenti. Mais il est resté à flot assez longtemps pour que les avions américains l'achèvent plus tard. Même avec la perte du Yei, le commandement japonais se sentait confiant. Ils croyaient que leur entraînement de nuit et leurs torpilles leur donnaient toujours le contrôle de ces eaux. Ils prévoyaient d'envoyer un autre groupe la nuit suivante, cette fois encore plus fort, dirigé par le cuirassé Kirishima. Si le Kirishima atteignait Henderson Field et le bombardait, les marines sur l'île seraient confrontées à un désastre. La nouvelle des pertes de la nuit précédente s'est répandue rapidement. Lorsque l'équipage du Washington a entendu les rapports, ils ont su qu'ils se dirigeaient vers un endroit rempli d'épaves et de corps. Ils savaient que les Japonais étaient habiles, audacieux et dangereux la nuit. Beaucoup d'hommes avaient des amis sur les navires qui gisaient maintenant au fond de la mer. L'ambiance à bord du Washington s'est alourdie. Chaque homme a compris qu'il se dirigeait peut-être vers un combat tout aussi sauvage et mortel. Mais le Washington avait quelque chose que les navires de la nuit précédente n'avaient pas bien utilisé. Un système radar SG entièrement fonctionnel et un amiral qui savait réellement comment l'utiliser au combat. L'amiral Lee croyait que le radar pouvait battre les tactiques de nuit japonaises s'il était utilisé correctement. Le Washington allait lui donner l'occasion de le prouver. Le navire a avancé dans les eaux sombres, se dirigeant vers une bataille qui mettrait à l'épreuve toutes les idées pour lesquelles Lee s'était battu. À 22h30, le 14 novembre, la Task Force 64 est entrée dans les eaux au nord de Guadalcanal. La formation était simple. 4 destroyers en tête, puis l'USS Washington et derrière lui, l'USS South Dakota. La nuit était presque sans lumière. Pas de radio, pas de lampe. Chaque navire naviguait en silence pour éviter de révéler sa position. Les hommes sentaient la tension monter de minute en minute. À l'intérieur du Washington, les opérateurs radars surveillaient l'écran du radar SG alors que des points lumineux apparaissaient sur le scope. Ils montraient des navires ennemis se rapprochant rapidement du nord-ouest. La portée a diminué. 30 milliards, 28 milliards, 26 milliards. Les Japonais se dirigeaient droit sur eux. L'amiral Lee a dû décider s'il devait rompre le silence radio et guider plus clairement les destroyers ou garder le silence et protéger l'effet de surprise. Il a choisi le silence, faisant confiance à ses capitaines de destroyers pour réagir une fois qu'ils auraient établi le contact. Mais les Japonais ont vu les destroyers américains en premier. Leurs équipages étaient extrêmement habiles au repérage de nuit. Sans avertissement, les destroyers japonais ont lancé leurs torpilles mortelles long-lance. Ces torpilles avaient une longue portée, se déplaçaient rapidement et ne laissaient presque aucun poids. C'étaient les torpilles les plus dangereuses du monde et les Américains ne les ont jamais vues avant l'impact. Le Walker a subi un coup massif et s'est brisé. Le Preston a été frappé par des tirs et des torpilles, se transformant en une boule de flamme. La proue du Benham a été arrachée, le laissant à peine à flot. Le Gouin a également été touché et gravement endommagé. En quelques minutes,
Tout l'écran de destroyers américains a presque disparu. Le chemin devant le Washington était maintenant grand ouvert, mais il était aussi rempli d'épaves, d'incendies et des cris des hommes à l'eau. Puis, comme si la situation devait s'aggraver, le South Dakota a subi une panne électrique soudaine. Un disjoncteur a sauté, coupant son radar, sa radio et ses systèmes de contrôle de tir. Il pouvait encore se déplacer, mais il était aveugle et incapable de se battre correctement. Il a continué dans l'obscurité, ignorant le désastre qui se déroulait autour de lui. Les Japonais ont allumé leurs projecteurs et ont surpris le South Dakota dans les faisceaux lumineux. Sa coque grise brillait dans la nuit. Des dizaines de canons japonais, des cuirassés aux destroyers, ont ouvert le feu sur lui. Des obus ont explosé autour de lui. Des impacts ont déchiré ses superstructures. Des étincelles, des flammes et de la fumée l'ont entouré. Mais le Washington est resté invisible. Il n'était qu'à 400 mètres derrière le South Dakota, mais les Japonais ne l'ont jamais vu. La fumée, le chaos et l'angle d'approche l'ont maintenu caché. Les Japonais ont concentré toute leur attention sur le South Dakota. Ils croyaient qu'il était seul. Ils croyaient qu'il était le seul cuirassé dans le combat. Ils avaient tort. Le Washington était toujours dans le noir, attendant le moment de frapper. À 23h17, l'amiral Lee a donné l'ordre que le Washington attendait. Ouvrez le feu. La commande a parcouru le navire en quelques secondes. Les tourelles ont pivoté, les culasses se sont verrouillées. Les sacs de poudre et les obus ont été chargés. Un silence lourd et profond a rempli les salles de contrôle de tir alors que l'équipage attendait que la solution de tir finale apparaisse sur leurs écrans. Puis la nuit a explosé. La première salve complète de 9 canons du Washington a rugi. Les obus étaient énormes. Chacun pesait plus qu'un petit moteur de voiture. L'explosion a secoué tout le navire et a soufflé du feu et de la fumée sur le pont. Le radar a donné au Washington une portée parfaite sur un croiseur japonais. La première salve est tombée près. La deuxième salve a frappé la cible avec une force écrasante, projetant du feu et des débris dans les airs. Maintenant, le Washington a tourné toute son attention sur la menace principale, le cuirassé japonais Kirishima. Il est apparu clairement sur le radar à seulement 8400 yards. C'est extrêmement proche pour des cuirassés. À cette distance, chaque coup pouvait déchirer un blindage épais comme du papier. Le Washington a commencé à tirer salve après salve, environ une toutes les 30 secondes. Ses ordinateurs de contrôle de tir suivaient la position et la vitesse du Kirishima, mettant constamment à jour la visée. Les résultats ont été brutaux. Des obus se sont écrasés sur les zones avant du Kirishima, déchirant sa superstructure et mettant hors service des stations importantes. Un obus a traversé son blindage et a explosé profondément à l'intérieur du navire. Un autre obus a endommagé son appareil à gouverner si gravement que son gouvernail s'est bloqué. Le Kirishima a commencé à tourner en un cercle lent et impuissant. Des incendies brûlaient sur ses ponts. Des inondations se propageaient à l'intérieur de sa coque. Les canons secondaires du Washington se sont également joints au combat. Les canons de 5 pouces ont tiré sur les destroyers japonais, illuminant la zone avec des obus éclairants et frappant tout ce qui s'approchait de trop près. Les canons du Washington fonctionnaient comme une machine. Même avec des explosions à proximité, les équipes de chargement maintenaient un rythme régulier. Charger, fermer, tirer, répéter. Les Japonais croyaient toujours que le South Dakota était leur seul adversaire cuirassé. Le South Dakota était illuminé par des projecteurs et était frappé encore et encore par des obus de plus petit calibre, mais il était toujours à flot, et son blindage l'empêchait d'être détruit. Pendant ce temps, le Washington restait caché dans l'obscurité. Aucun projecteur ne le touchait, aucun canon ne le visait. C'était un tueur silencieux, invisible mais mortel. En quelques minutes, le tir guidé par radar du Washington a commencé à submerger le Kirishima. La précision a choqué les Japonais. Ils s'étaient entraînés durement pour le combat de nuit, mais ils n'étaient pas préparés à un cuirassé qui pouvait viser sans voir. Chaque salve américaine atterrissait de plus en plus près, frappant avec une précision incroyable. En ces 13 minutes, le Washington a montré ce que des systèmes modernes, un bon entraînement et un commandement calme pouvaient faire. Il a prouvé que le radar n'était pas seulement utile. C'était une arme qui changeait la donne, qui pouvait décider de l'issue d'un combat avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui se passait. À 23h22, il était clair que le Kirishima était en grande difficulté. Les coups constants et guidés par radar du Washington avaient causé bien plus de dégâts que les Japonais ne l'avaient réalisé. D'abord, la vitesse du Kirishima n'a cessé de diminuer. Sa direction était détruite. Son gouvernail était bloqué si fort que le navire ne pouvait tourner qu'en un seul cercle lent. Des incendies brûlaient sur ses ponts. De la fumée s'échappait de sa superstructure.
Profondément à l'intérieur du navire, l'eau se précipitait dans les compartiments endommagés plus vite que l'équipage ne pouvait la contrôler. Depuis son croiseur amiral, l'amiral Kondo a essayé de comprendre ce qui se passait. Il pouvait voir le South Dakota brillamment éclairé par des projecteurs. Il savait que le South Dakota avait été touché de nombreuses fois, mais quelque chose d'autre frappait le Kirishima. Quelque chose de précis, de puissant et d'impossible à voir. Kondo ne savait toujours pas qu'un deuxième cuirassé américain, le Washington, leur tirait dessus depuis l'obscurité avec une visée radar parfaite. Alors que l'état du Kirishima s'aggravait, Kondo a pris une décision. La mission devait être abandonnée. La force japonaise était venue pour bombarder Henderson Field, mais cet objectif était maintenant impossible. S'il restait plus longtemps, il risquait de perdre encore plus de navires. Kondo a ordonné à tous les navires qui pouvaient encore se battre de virer au nord et de se retirer à grande vitesse. Le Washington a tiré quelques salles de plus sur les croiseurs et les destroyers japonais en retraite, marquant plusieurs coups, mais l'amiral Lee a décidé de ne pas les poursuivre. Il savait que se déplacer trop au nord pourrait conduire la force opérationnelle dans des pièges à sous-marins ou un autre groupe japonais attendant dans le noir. À 23h28, il a ordonné au Washington de cesser le feu. La bataille était terminée, du moins pour les Américains. Le Kirishima n'a pas eu autant de chance. Au cours de la nuit, ces équipes de contrôle des avaries ont lutté avec tout ce qu'elles avaient. Elles ont essayé de pomper l'eau des compartiments inondés. Elles ont essayé de refroidir les incendies qui se propageaient le long des coursives. Elles ont essayé de rétablir le courant dans les systèmes critiques. Mais les dégâts étaient trop importants. Les coups du Washington avaient ouvert trop de parties du navire. L'inondation ne cessait de s'aggraver. Vers 3 heures du matin, l'officier de contrôle des avaries du Kirishima est arrivé à la conclusion finale. Le navire ne pouvait pas être sauvé. Le capitaine a ordonné à l'équipage de se préparer à abandonner le navire. Des destroyers se sont approchés pour emporter les survivants. Les marins sont descendus par des cordes, ont sauté à l'eau ou ont traversé des passerelles de fortune disposées entre les navires. À 4h25, après avoir évacué autant de survivants que possible, les destroyers japonais ont tiré des torpilles sur le Kirishima pour le couler rapidement. L'énorme cuirassé a lentement roulé sur le côté, sa poupe s'enfonçant dans l'eau sombre. Quelques instants plus tard, il a glissé sous la surface, emportant avec lui plus de 200 membres d'équipage. La perte du Kirishima signifiait bien plus qu'un simple cuirassé en moins. Elle a mis fin à la croyance du Japon qu'il possédait la nuit. Ils avaient toujours fait confiance à leur optique de nuit et à leurs torpilles, mais ils avaient maintenant rencontré un nouveau type d'ennemi, un cuirassé qui pouvait voir parfaitement dans le noir. Et à partir de ce moment, la marine japonaise a combattu avec beaucoup plus de peur et de prudence autour de Guadalcanal. Lorsque l'USS Washington a atteint la base de Nouméa après la bataille, il ne ressemblait pas à un navire qui venait de livrer l'une des batailles les plus importantes de la guerre. Sa coque était propre, ses ponts n'étaient pas brûlés, ses canons étaient intacts. Il n'y avait aucun trou dans son blindage. Il n'a pas perdu un seul homme. Pour quiconque le voyait de loin, il ressemblait à un navire revenant d'une simple patrouille. Pas d'une bataille qui a changé le cours de la campagne de Guadalcanal. Le South Dakota, en revanche, racontait une histoire très différente. Il était couvert de bosses et de brûlures. Ses superstructures étaient fracassées. Sa peinture était noircie par le feu. Il avait reçu des dizaines de coups pendant le combat. Les journalistes ont adoré l'image dramatique d'un cuirassé qui avait survécu à de lourdes punitions. Alors le South Dakota est rapidement devenu le navire dont tout le monde parlait. Les journaux l'ont qualifié de courageux. Les équipages d'autres navires admiraient sa robustesse. La victoire du Washington était plus difficile à voir avec les yeux car elle venait de la précision, pas des dommages. Mais les chiffres disaient la vérité. Le Washington avait tiré 75 de ses énormes obus de 16 pouces. Au moins 9 ont touché le Kirishima. Certains ont traversé le navire de part en part. Son équipe de contrôle de tir a géré la bataille parfaitement. Son radar n'a jamais failli. Ses canons secondaires ont tiré rapidement et régulièrement sur les destroyers japonais. Et il a fait tout cela sans recevoir un seul coup en retour. Certains officiers de la marine ont commencé à dire que le Washington avait eu de la chance, ou qu'il n'avait gagné que parce que le South Dakota avait attiré tous les tirs ennemis. L'amiral Lee a refusé cette idée. Dans son rapport officiel, il a expliqué clairement que le Washington a gagné grâce à de bonnes tactiques, à une utilisation correcte du radar et à des artilleurs qualifiés. Il a clairement indiqué que le Washington a pris la position qu'il devait prendre, est resté caché dans le noir exprès et a utilisé ses outils comme ils étaient conçus pour être utilisés. Il a dit que la bataille a montré exactement comment les cuirassés rapides équipés de radar devaient se battre la nuit. Même si la performance du Washington était incroyable, il a reçu très peu de crédit public.
Il est simplement retourné au travail. Il a gardé les porte-avions dans des batailles ultérieures. Il a bombardé des îles dans les Marshall, les Gilbert et les Mariannes. Il a soutenu de grandes invasions. Il a combattu pendant le reste de la guerre et a obtenu 13 étoiles de bataille, ce qui est plus que ce que beaucoup de navires célèbres ont reçu. Mais il n'a plus jamais affronté un autre cuirassé dans un combat de surface en tête-à-tête. La nuit du 14 novembre 1942 a été son seul moment parfait. Un moment où il a prouvé que le radar, l'entraînement et un commandement calme pouvaient vaincre la peur, la confusion et l'obscurité. Le Washington n'est pas revenu avec des cicatrices, mais il est revenu avec quelque chose de bien plus important. Une victoire qui a changé la façon dont les Marines se battraient pour toujours. Après la bataille, il a fallu un certain temps pour que les gens comprennent ce que le Washington avait réellement fait. Au début, la marine et le public parlaient principalement du South Dakota parce que ce dommage était spectaculaire et facile à montrer en photo. Mais lorsque les officiers et les ingénieurs ont étudié les rapports de bataille, ils ont réalisé que le Washington avait fait quelque chose de bien plus important que ce que l'on avait compris au départ. Il a montré que le radar et le contrôle de tir moderne n'étaient pas seulement des outils utiles. Ils étaient l'avenir de la guerre navale. Avant ce combat, de nombreux commandants croyaient que les batailles en mer dépendaient encore de la vue, des projecteurs et du repérage visuel. Ils faisaient plus confiance aux télémètres et aux viseurs optiques qu'aux machines. Mais la performance parfaite du Washington dans le noir a prouvé qu'un cuirassé pouvait viser et toucher des cibles en utilisant uniquement un radar. Pas de projecteur, pas d'éclairs brillants, pas de conjecture. Juste des informations claires et stables transmises directement à ses ordinateurs de contrôle de tir. Sa précision de nuit a choqué même les officiers américains qui avaient cru au radar. Au Naval War College, les instructeurs ont étudié l'engagement du Washington seconde par seconde. Ils ont appris aux nouveaux officiers comment ces opérateurs radar suivaient les cibles. Ils ont montré comment le système vertical stable maintenait les canons à niveau pendant les virages. Ils ont utilisé la bataille comme un exemple de la façon dont un navire moderne devrait se battre la nuit. Le Washington est devenu une étude de cas pour toute la marine américaine. Les ingénieurs ont également pris des notes lorsqu'ils ont conçu et amélioré les cuirassés de la classe Iowa, les cuirassés américains les plus avancés jamais construits. Ils ont ajouté des améliorations basées sur le succès du Washington. Ils ont amélioré les affichages radars, renforcé les salles de traçage et rendu le contrôle de tir encore plus fluide. Beaucoup de ces améliorations provenaient directement de ce que le Washington avait prouvé qu'il pouvait faire en combat réel. Même les officiers japonais ont admis plus tard que cette bataille les avait forcés à changer leur façon de penser. Ils avaient toujours cru qu'ils régnaient sur la nuit grâce à leur excellente optique et à leur entraînement. Mais le Washington leur a montré quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu, un cuirassé ennemi qui pouvait rester complètement invisible tout en assénant coup après coup avec une précision incroyable. Les commandants japonais ont dit que cela les avait rendus beaucoup plus prudents dans les batailles de nuit ultérieures. Ils ne se sentaient plus en confiance pour envoyer de gros navires dans des eaux étroites après la tombée de la nuit. La victoire du Washington a également changé l'humeur de la marine américaine. Avant ce combat, de nombreux marins américains avaient peur d'entrer dans des batailles de nuit dans les îles Salomon. Les Japonais les avaient battus de nuit encore et encore. Mais après que le Washington ait coulé le Kirishima, cette peur a commencé à s'estomper. Les marins ont gagné en confiance dans le radar et dans les nouveaux cuirassés rapides. Ils croyaient maintenant qu'avec le bon entraînement et le bon équipement, ils pouvaient gagner de nuit aussi. En fin de compte, les 13 minutes de tir quasi parfait du Washington ont fait plus que couler un cuirassé. Elles ont changé la façon dont la marine s'entraînait, comment les navires étaient construits et comment les batailles étaient menées pour le reste de la guerre. Le Washington a montré que la technologie, lorsqu'elle est utilisée correctement, pouvait complètement changer les règles du combat naval. L'USS Washington a prouvé tout ce qu'il devait prouver en seulement 13 minutes. Il a coulé un cuirassé japonais moderne de nuit, n'a reçu aucun coup en retour et a montré que le radar pouvait changer le combat en mer pour toujours. Mais même avec tout ce qu'il a accompli, il n'est jamais devenu un navire célèbre. Après la campagne de Guadalcanal, le Washington a continué à travailler discrètement. Il a protégé des porte-avions, bombardé des îles et combattu dans des opérations majeures à travers le Pacifique. Il a obtenu 13 étoiles de bataille, un nombre que de nombreux navires bien connus n'ont jamais atteint. Mais il n'a plus jamais eu l'occasion de livrer une bataille de surface comme celle qu'il a maîtrisée au large de Guadalcanal. Quand la guerre a pris fin, le Washington n'est pas devenu un musée ou un mémorial. Il a été retiré du service en 1947 et finalement vendu à la ferraille en 1961. En 1962, le navire qui avait livré l'une des performances de tir les plus parfaites de l'histoire américaine avait disparu.
Seuls de petits artefacts, des photographies et les souvenirs de son équipage sont restés. Les marins qui ont servi à son bord n'ont jamais oublié ce qu'il a fait. Beaucoup d'entre eux ont dit la même chose des années plus tard. Le Washington a combattu comme il était conçu pour le faire. Il a utilisé l'entraînement au radar et un contrôle calme pour vaincre un ennemi puissant dans le noir. Il a prouvé la valeur des systèmes modernes et a établi la norme pour la façon dont les futurs cuirassés se battraient. Même si la plupart des gens ne connaissent pas son nom aujourd'hui, sa victoire a changé le cours de la guerre navale. Le Washington est entré dans la nuit en tant que deuxième navire de sa classe. Il en est sorti en tant que cuirassé qui a réécrit les règles.